Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans Diagnostic, ravi de vous retrouver pour une nouvelle thématique médicale. Aujourd'hui, nous abordons une maladie aux multiples visages, souvent silencieuse au début et parfois déroutante avec ses manifestations qui est la sclérose en plaques. Elle peut toucher la vision, la marche, la sensibilité et même l'équilibre et pourtant elle ne se voit pas toujours de l'extérieur. C'est une maladie du système nerveux central où le corps semble parfois se retourner contre ses propres connexions. Nous allons aujourd'hui comprendre ce que c'est la sclérose en plaques, comment elle se révèle et surtout comment la prendre en charge avec nos invités que nous avons le plaisir de recevoir. Professeur Bouslimani Kahina, vous êtes interniste dans le service de médecine interne au CHU Mustapha. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci pour l'invitation. Bonsoir, chers auditeurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Aussi, j'ai le plaisir de recevoir Dr Berkan Nassim. Vous êtes neurologue à l'EHS Cherchel. Bonsoir, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci pour l'invitation. Aussi, j'ai le plaisir de recevoir Dr Messadi Abdelkader. Vous êtes ophtalmologiste libéral. Bonsoir, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci pour cette invitation. Je profite pour saluer les téléspectateurs de Canal Algérie. Aussi, Dr Abdelmoumen Sarah, votre médecin chroniqueuse, est au rendez-vous comme chaque semaine. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, docteur Agabi. Bienvenue à nos invités et bonsoir à nos téléspectateurs. C'est une maladie qui a été longtemps diagnostiquée tardivement et aussi les traitements étaient très difficiles. De nos jours, l'évolution devient de plus en plus poussée, surtout cette année. Beaucoup de recherches, beaucoup de perspectives. Je vais aborder tout cela durant ma chronique, donc ça sera les nouveautés, une lueur d'espoir. Tout à fait. Et aussi, nous allons à la fin de notre émission répondre à quelques questions que vous nous avez laissées via les réseaux sociaux de Canal Algérie. Avant de décrypter cette maladie avec nos invités, je vous invite à suivre ce reportage réalisé par Lemia Boudbouda sur la sclérose en plaques. À l'hôpital Eitidir spécialisé en neurochirurgie, la sclérose en plaques reste l'une des maladies chroniques les plus suivies. Une pathologie auto-immune qui touche le système nerveux central en perturbant la transmission des informations entre le cerveau et le corps. La sclérose en plaques, c'est une maladie qui touche le système nerveux central. C'est une maladie auto-immune. Donc, le système immunitaire de la personne, il va reconnaître le système nerveux comme un agent dangereux et étranger qu'il doit combattre. Donc, il va attaquer la gaine de myéline des neurones. Donc, ça sera au niveau du cerveau et de la moelle épinière, ce qui va causer les différents symptômes. C'est-à-dire, là où la plaque va se former, il y aura un symptôme chez le patient. La sclérose en plaques est appelée aussi la CEP. Elle est caractérisée par des symptômes très variés dépendant de la zone touchée, évoluant souvent par des poussées, c'est-à-dire des épisodes d'aggravation brutale liés à une inflammation du système nerveux. Ces symptômes peuvent être à type de baisse de l'acuité visuelle, à type de douleur, à type de paresthésie. Parfois, c'est des paraplégies, des monoplégies. Parfois, c'est des vertiges, c'est des troubles de l'équilibre, de la coordination où le patient il va laisser tomber des objets, il va écrire son écriture va changer. Donc, et on peut même avoir des troubles vésico-sphinctériens. Qui veut dire où le patient il ne pourra pas retenir ses urines ou bien il aura des difficultés à uriner. Donc voilà, c'est des symptômes qui seront différents et il y a même des symptômes cachés comme la fatigue, la dépression, les troubles de l'humeur. Donc c'est une pathologie qui peut donner de multiples symptômes. Si la maladie ne se guérit pas, les traitements actuels permettent de ralentir son évolution et de mieux contrôler les symptômes. Donc il faut que les patients sachent que ce n'est pas parce que c'est une pathologie chronique qu'ils ne peuvent pas être pris en charge. Parce que dans le traitement, il y a différents volets. Il y a le volet déjà de la poussée. Donc quand les symptômes apparaissent, on va traiter... Quoi par la poussée? La poussée, c'est quand il y a une apparition aiguë de ces symptômes. Quand cette baisse de l'acuité ou bien quand ces symptômes apparaissent,
on appelle ça une poussée. Quand il dure plus de 24 heures, c'est une poussée et c'est là où on va traiter. On va hospitaliser le patient et traiter par les bolus de corticoïdes. Donc ça, c'est le premier volet de traitement, le traitement de la poussée. Après, on a le deuxième volet, c'est le traitement symptomatique. C'est-à-dire, au cas par cas, on va donner le traitement qui convient. Le traitement de la douleur, le traitement des paresthésies, le traitement des troubles sphinctériens. Donc ça, c'est le deuxième volet. Il y a le troisième volet qui est le plus important aussi, c'est le traitement par la kinésithérapie, l'aide psychologique. Et si parfois on a des déficits moteurs qui persistent, donc c'est l'aide avec la canne, avec les orthèses. Et le dernier volet qui est le traitement de fond. Donc c'est vrai qu'on ne sait pas traiter définitivement cette pathologie, mais on a des traitements qui vont essayer de réguler cette immunité et d'empêcher que d'autres poussées surviennent. La prise en charge repose également sur un suivi régulier et un accompagnement pluridisciplinaire, associant neurologues, rééducateurs et soutien psychologique. Une maladie invisible mais bien réelle qui nécessite un diagnostic précoce et un suivi adapté. C'était un reportage signé Lamia Boudbouda sur la sclérose en plaques. Rappelons que le 30 mai de chaque année, le monde célèbre la journée mondiale de cette maladie. Et c'est une occasion pour informer, sensibiliser et accompagner ces malades atteints de cette pathologie. Nous allons commencer simplement par déjà comprendre ce que c'est la sclérose en plaques. Donc, docteur Berkane, expliquez à nos chers téléspectateurs qu'est-ce que la sclérose en plaques. Bon, la sclérose en plaques, c'est une maladie neurologique, chronique, inflammatoire, qui touche le système nerveux central. Qu'est-ce que ça veut dire le système nerveux central? Donc c'est le cerveau et la moelle épinière. Oui. Donc il y a le système immunitaire du patient qui se retourne contre lui-même. Donc il va attaquer ce qu'on appelle la gaine de myéline. C'est quoi la gaine de myéline? Donc c'est une enveloppe qui protège les nerfs du corps humain. Donc ça va donner des manifestations. Voilà, donc quand cette gaine de myéline il est attaquée, donc on a ce qu'on appelle la démyélinisation qui va provoquer un ralentissement ou parfois carrément rupture de conduction nerveuse qui va donner des manifestations cliniques. Tout à fait. Voilà, donc c'est une maladie qui touche surtout l'adulte jeune en pleine vie active entre 20 et 40 ans. Il touche surtout la femme. Trois fois plus que l'homme. Oui. Donc, Voilà. c'est une pathologie qui touche beaucoup plus les femmes que les hommes. Il y a des cas de CEP ou sclérose en plaques chez les hommes, mais c'est surtout les femmes. Voilà. Tout à fait. Exactement. Donc, c'est une maladie à critères diagnostiques. D'habitude, c'est-à-dire c'est bien codifié pour le diagnostic. Donc, le diagnostic de la sclérose en plaques, il se repose sur des critères bien définis, Oui. donc, qui sont réévalués presque chaque année. Donc, dans les derniers sont les critères de 2024, donc, Oui. qui se reposent sur des critères cliniques, radiologiques et biologiques, surtout immunologiques. Tout à fait. Donc, on reviendra par la suite dans le diagnostic. On parlera plus en détail par rapport à ces critères-là, justement. Alors, professeur Bouslimani, cette maladie, elle est souvent difficile à diagnostiquer, surtout au début. Justement, ça peut, on va dire, on peut la confondre avec d'autres pathologies ou d'autres problèmes de santé. Et il y a toute une difficulté, justement, pour nous en tant que médecins, pour dire il s'agit d'une sclérose en plaques ou pas. Pourquoi ? Effectivement, les symptômes d'une sclérose en plaques, aucun symptôme n'est spécifique d'une sclérose en plaques. Oui. Et mon collègue a parlé d'une atteinte diffuse de la myéline, d'où la diversité justement, d'où un éventail vraiment très large de la symptomatologie clinique, notamment neurologique, mais aussi ophtalmologique. Ils sont très variés, ils ne sont pas spécifiques. Et d'autres maladies peuvent justement ressembler à la sclérose en plaques, d'où parfois malheureusement un retard diagnostique. Oui, tout Et à fait. on a vu au cours du reportage que plus le diagnostic est posé précocement, plus le traitement est rapide, mieux est la réponse thérapeutique et l'efficacité des différentes molécules qui existent. Oui.
Et je disais que plusieurs pathologies peuvent mimer, ressembler à la sclérose en plaques. Je citerai les maladies auto-immunes, notamment le lupus érythématosystémique. Il y a un tropisme aussi pour le système nerveux central, le syndrome de Sjögren qu'on appelle communément le syndrome sec, la sarcoïdose, la vascularite, la maladie de Behçet. Et donc, en tant que clinicien, il faut passer par un examen clinique rigoureux, bien ciblé, parce qu'en général, les maladies auto-immunes sont dites systémiques. Pourquoi? Parce qu'elles ne touchent pas à un seul organe, mais à plusieurs organes. Donc, les maladies auto-immunes, il faudrait chercher d'autres symptômes pour justement penser à d'autres maladies auto-immunes autres que la CEP. Ensuite viendra l'exploration. Donc, il faut demander des examens complémentaires, notamment le bilan d'auto-immunité. Oui. À côté des maladies auto-immunes, il y a les maladies infectieuses. Le volet infectieux aussi, les maladies infectieuses peuvent mimer une sclérose en plaques et peuvent se manifester et se résumer à des symptômes neurologiques, notamment les maladies infectieuses virales, le VIH par exemple, peut donner un tableau neurologique. Et, je citerai la tuberculose, la syphilis et bien d'autres maladies infectieuses. À côté, je terminerai par les maladies carentielles. Par exemple, les carences en vitamine B12 peuvent se résumer à un tableau clinique. Donc tout ça, il faut d'abord il faut bien examiner le patient. C'est notre part de responsabilité, puis explorer et cibler les explorations afin justement de poser un diagnostic le plus rapidement possible et traiter rapidement nos patients pour améliorer l'efficacité des différentes thérapeutiques. Tout à fait, professeur. Et puis, si le diagnostic est fait précocement, le patient aura la chance d'avoir, on pourra instaurer le traitement chez le patient précocement et comme ça, la réponse, elle sera meilleure et une meilleure qualité de vie sera offerte à ces patients. Aussi, toujours devant des symptômes évoquant la sclérose en plaques, il faut toujours éliminer, comme l'a dit le professeur, plusieurs diagnostics différents, notamment les carences vitaminiques, les infections et les maladies auto-immunes. Et c'est très important et parfois ça nous prend du temps pour poser ce diagnostic. Donc devant n'importe quel symptôme qu'on va citer par la suite, il faut toujours consulter et ne pas banaliser. Alors docteur Messadi, l'atteinte ophtalmologique dans la sclérose en plaques, elle est, elle est révélatrice de la maladie dans le 1/3 des cas. On avait parlé de ça tout à l'heure et justement donc les troubles visuels sont en premier plan parfois. Alors, expliquez-nous déjà quels sont ces troubles visuels et comment ça se manifeste. Alors, mes collègues, je viens d'écouter mes collègues, aucun d'eux n'a parlé justement de l'atteinte visuelle, alors que la fonction visuelle, elle est importante dans cette pathologie. Pourquoi elle est importante? Parce que tout simplement, si on fait un petit rappel de l'anatomie, la rétine possède 5 millions de photorécepteurs, d'où on découle 1,2 million de cellules ganglionnaires qui rentrent dans un tunnel qu'on appelle le nerf optique, qui traverse le cerveau et qui va aller parcourir le cerveau d'avant jusqu'au lobe occipital. Il commence d'abord donc à rentrer dans le trou optique, par le nerf optique, il va aller sur le chiasma qui est juste au-dessus de la selle turcique et ensuite il va bifurquer pour faire les radiations optiques, ensuite les bandelettes optiques pour aller au lobe occipital. Alors vous imaginez bien que cette maladie du système nerveux central, à chaque fois que les plaques, puisqu'il s'agit de cela, de plaques de démyélinisation touchent les fibres optiques sur leur trajet, il y aura des manifestations. Et l'avantage que nous avons justement en s'aidant de cette fenêtre qui s'appelle l'œil sur le cerveau, c'est que grâce aux manifestations ophtalmologiques ou alors neurosensorielles dues aux troubles liés à la sclérose en plaques, on peut déterminer cliniquement et topographiquement la situation exacte des plaques de démyélinisation. Par exemple, le premier symptôme ou la première manifestation la plus connue qui se manifeste au cours de la sclérose en plaques, et c'est nous qui la recevons en premier, ce sont des personnes qui viennent pour une perte brutale de la vision qui date de 2-3 jours, avec un signe très révélateur, c'est une douleur
à la mobilisation de l'œil. Oui. Ça, c'est caractéristique d'une neuropathie optique rétrobulbaire. Et comme cette neuropathie rétrobulbaire, il y a un dogme en ophtalmologie qu'on appelle « le patient ne voit rien ». Le médecin non plus. Oui. Bien évidemment, ça c'est à l'examen préliminaire. Oui. À l'examen préliminaire, nous voyons un œil qui est calme, qui ne voit pas et dont le fond d'œil est strictement normal parce que la lésion se situe en arrière de ce qui est visible, c'est-à-dire en arrière de la papille. Et c'est ça, là. Mais grâce à des examens complémentaires, bon évidemment il y a la baisse de vision, la douleur à la mobilisation, il faudra dans ces cas-là faire des examens et le plus parlant, c'est les potentiels évoqués visuels qui nous montrent un ralentissement d'une onde caractéristique de la transmissibilité, comme disait mon collègue, de l'influx nerveux de l'œil vers le cerveau. C'est l'onde P100 qui est ralentie du point de vue de la latence. Évidemment, quand on se retrouve devant un cas d'une baisse de vision dont le diagnostic n'est pas certain, nous, en tant qu'ophtalmologistes, nous demandons toujours une IRM Oui. du cerveau et de la moelle épinière. Oui. Et donc, c'est 30% des cas, on parle de 30 à 25% des cas de manifestations ophtalmologiques. Ça, c'est la manifestation la plus parlante. On peut également observer également une papillite. Là, par contre, quand l'inflammation du nerf optique se situe en avant du nerf optique, c'est-à-dire c'est la face visible, là on a de l'œdème papillaire, la papille, la tête du nerf optique qui s'enflamme, qui a même des petites hémorragies autour, et puis c'est plus parlant. On observe chez ces patients, une absence de distinction des couleurs, surtout de l'axe rouge-vert, c'est la dyschromatopsie d'axe rouge-vert, mais quand on a ça, et quand c'est unilatéral, et chez le sujet jeune, je parle bien du sujet jeune, Oui. parce que quand c'est bilatéral, il y a d'autres diagnostics qui peuvent se poser, à savoir en particulier l'hypertension intracrânienne. Mais quand on a cette unilatéralité, on peut tout de suite commencer à penser à la sclérose en plaques, surtout s'il y a une récurrence, c'est-à-dire s'il y a une poussée qui survient après une première poussée. Oui. Ça, c'est la neuropathie rétrobulbaire. Bien évidemment, dans mon expérience personnelle et dans la littérature aussi, on parle des paralysies oculomotrices d'apparition brutale et fugace et résolutive très rapidement. Ce sont des paralysies oculomotrices qui touchent la 6e paire crânienne en priorité, la 3e paire crânienne, la 4e paire crânienne, mais qui sont rapidement résolutives. Oui. Et ça a un cachet particulier de la sclérose en plaques, surtout quand il y a cette récurrence. Il y a d'autres manifestations, je ne vais pas monopoliser la parole, mais je reviendrai, si vous voulez, sur d'autres manifestations. Tout à fait, on reviendra. Il y a plusieurs questions par rapport à l'atteinte ophtalmologique. Et puis, cette maladie, elle se retrouve au carrefour entre plusieurs spécialistes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est tous là. Il y a l'interniste, l'ophtalmo, le neurologue. Il y a l'immunologiste aussi qui peut expliquer et intervenir dans cette pathologie. Donc, c'est une maladie avec une prise en charge pluridisciplinaire en collaboration entre les spécialistes pour donner une meilleure prise en charge pour les patients. Alors, docteur Abdelmoumen, on parle souvent de symptômes visibles dans les maladies neurologiques. Après, dans certaines souffrances, on va dire que certaines souffrances, elles restent invisibles, comme dans la sclérose en plaques, la fatigue qui est parfois prise où les malades ils sont pris pour des hypochondriaques juste parce qu'ils ont cette fatigue. Alors pourquoi? Et expliquez-nous, et surtout c'est l'occasion pour dire que non, il faut écouter son corps. Exactement. Alors il faut savoir qu'un patient, quand il a une sclérose en plaques, il semble, je dis bien, il semble en bonne santé extérieurement, alors qu'à l'intérieur, il a des symptômes très très lourds. Comme nous venons de l'expliquer, la sclérose en plaques, c'est une maladie neurologique chronique qui va donner une fatigue intense, extrême, des douleurs, des troubles de l'attention et aussi de la concentration, sans oublier l'anxiété et l'hypersensibilité. Le problème dans tout ça, c'est que c'est des symptômes qui ne sont pas toujours forcément évidents à diagnostiquer ou c'est vraiment subjectif, c'est le patient qui rapporte. Donc du coup, c'est ce qui fait qu'on parle d'une maladie invisible. Elle est nommée comme ça généralement.
Et ça commence très jeune. Donc on se dit c'est une personne en bonne santé, il est jeune, normalement il n'a pas tous ces symptômes. Donc heureusement qu'aujourd'hui la science a démontré, la neuroscience a montré que le cerveau d'une personne qui a une sclérose en plaques devait activer plus de zones et fournir plus de travail par rapport à une personne saine. Donc des études avec des IRM fonctionnels ont montré pour un geste anodin pour une personne simple devait mobiliser plusieurs zones du cerveau chez une personne avec de la sclérose en plaques. Donc on va dire comme si que ce cerveau devait emprunter d'autres chemins pour éviter là où il y a des lésions, pour continuer à donner l'influx nerveux et que la personne puisse faire ses gestes du quotidien. Donc on n'oublie pas, ces personnes doivent fournir plus d'efforts qu'une personne saine par rapport à des gestes quotidiens, anodins, la marche, des trucs très très banals. Donc c'est cette adaptation permanente du cerveau qui consomme de l'énergie. Oui. Donc il y a la fatigue chronique. Donc cette fatigue, elle est reconnue comme un symptôme central parce qu'il va être lié à la lésion cérébrale, à l'inflammation chronique, mais aussi à cette mauvaise circulation neuronale. Donc c'est une fatigue vraiment importante pour des gestes très banaux. Et généralement, l'entourage ne le comprend pas. Oui. C'est pour ça que ces personnes doivent fournir plus d'efforts pour vivre une vie, pour avoir une qualité de vie adéquate. Et c'est ce qui gêne le plus, beaucoup plus que l'handicap physique, c'est l'invisible. Parce que la souffrance, elle est là, même si elle n'est pas vue physiquement, ils paraissent normales. Dans le bus, au quotidien, pour toi, c'est un jeune ou une jeune normale, alors qu'au fond, à l'intérieur, il y a des symptômes très, très lourds au quotidien. Donc, ça nous ouvre. C'est pour ça qu'il faut sensibiliser en cette journée mondiale par rapport à cette pathologie. Tout à fait. Alors, justement, la majorité des maladies auto-immunes ont des symptômes invisibles, justement cette fatigue, des douleurs articulaires dans les autres maladies auto-immunes. Donc généralement, c'est des personnes qui apparaissent de l'extérieur saines, mais à l'intérieur, il y a une souffrance parfois silencieuse, parfois incomprise, et c'est l'occasion pour en parler et pour sensibiliser aujourd'hui. Alors, docteur justement Berkane, qu'est-ce qui se passe exactement au niveau du cerveau de la moelle épinière lors de la sclérose en plaques et quelle est la relation avec les symptômes? Expliquez-nous ce qui se passe au niveau du cerveau et comment ça se manifeste cliniquement. Donc, comme on l'a cité tout à l'heure, on a une agression de la gaine de myéline, donc ce qui va ralentir la conduction nerveuse. Donc, et selon la localisation de cette inflammation au sein du système nerveux central, dans le cerveau ou dans la moelle épinière, on aura différents symptômes. Par exemple, si on aura de la démyélinisation qui est située au niveau sur le nerf optique, comme l'a cité mon collègue, on aura des troubles visuels, donc un flou visuel, voire une cécité, ce qu'on appelle la névrite optique. Quand on aura cette plaque inflammatoire située dans une zone responsable de la motricité, on va avoir un handicap moteur. Ça veut dire une paralysie qui peut être partielle, totale, d'un ou plusieurs membres. Et c'est la même chose pour les différents symptômes. Donc, ça peut aller des troubles visuels, troubles sensitifs, la motricité, donc paralysie partielle au total. Et parfois, on a ce qu'on appelle les symptômes cachés, comme la fatigue chronique, les vertiges, les troubles sphinctériens, comme l'incontinence ou la rétention urinaire. Oui. Sans oublier les troubles de l'équilibre et les troubles psychologiques comme l'anxiété. Oui, donc ça se manifeste aussi par des troubles psychologiques qui eux-mêmes, ils sont parfois entretenus par déjà la maladie elle-même, acceptation de la maladie, on va dire la vision de l'extérieur par l'entourage. Donc c'est quand même difficile sur le plan psychologique pour ces patients, n'est-ce pas, docteur ? Exactement. Donc, il y a toujours, associé à la prise en charge médicale, il y a la prise en charge psychologique pour ces patients, l'accompagnement psychologique, parce que c'est très, très important, déjà lors de l'annonce du diagnostic et même dans le suivi de cette maladie. Alors, professeur Bouslimani, tout à l'heure, vous avez parlé des examens, enfin, des diagnostics différentiels par rapport à cette sclérose en plaques. Alors, quels sont les examens indispensables
pour éliminer tous ces diagnostics différentiels. Ça se fait déjà au début, lors de la première consultation. Déjà, on commence par examiner, interroger et aussi demander les examens pour éliminer tous les diagnostics que vous avez cités tout à l'heure. Oui, comme vous l'avez dit, il faut commencer par un examen clinique, il faut passer au peigne fin tous les organes. Les maladies auto-immunes sont des maladies de système qui peuvent toucher à tout, pratiquement à tous les organes. Et de même pour la CEP, c'est pareil, elle a ce caractère de recrutement de lésions dans le temps et dans l'espace. Dans le temps, c'est-à-dire que des lésions peuvent être localisées à X temps dans le cerveau et à un temps Y au niveau de la moelle. Donc il y a un recrutement de lésions. Donc c'est ce qui fait, c'est une caractéristique de la sclérose en plaques. Et pour les maladies auto-immunes, c'est varié aussi. La clinique est très très riche. Les explorations, on a accès à plusieurs examens complémentaires de nos jours. Il y a des examens de première intention, de deuxième intention. Oui. Selon le tableau clinique qui se dresse devant nous, on va opter pour tel et tel examen en pensant à tel et tel diagnostic. Si on pense par exemple à un lupus, effectivement, il faut demander un bilan d'auto-immunité, chercher les autres atteintes, notamment le rein. Le lupus, c'est connu, il a un tropisme pour le rein, donc il faut demander une fonction rénale, une protéinurie, etc. Donc c'est ça, c'est une exploration qui doit être structurée. Oui. On ne peut pas tout demander à la fois, c'est pas possible, mais il y a l'examen, il y a la clinique qui est vraiment qui va nous orienter vers tel et tel diagnostic. Après, on a parlé des infections, il faut passer par les sérologies infectieuses, virales, oui. Si on pense, si le tableau est évocateur d'une tuberculose, il faut demander des explorations dans ce sens, une idée à la tuberculine, quantiférant, des prélèvements, des biopsies s'il le faut, à la recherche du caséum spécifique de la tuberculose, les carences en vitamines, donc il faut demander un dosage vitaminique. Et bien sûr, si le tableau est beaucoup plus évocateur d'une CEP. Après avoir éliminé toutes ces pathologies, on va orienter notre exploration vers la sclérose en plaques. Et le gold standard, c'est l'IRM cérébral. Et la caractéristique, c'est justement ce recrutement dans le temps et dans l'espace. C'est l'existence de ces lésions de démyélinisation un peu partout au niveau du cerveau, de la moelle épinière et la fameuse névrite optique dont mon collègue a si bien parlé. Oui. Voilà, donc il faut orienter les examens complémentaires en fonction du tableau clinique qui se dresse devant nous. Tout à fait. Donc, il y a toute une batterie d'examens complémentaires que le médecin va demander devant des symptômes évoquant une sclérose en plaques pour éliminer les diagnostics différentiels. Et ça se fait généralement lors des premières consultations avant de poser définitivement le diagnostic de cette maladie pour pouvoir commencer une prise en charge. Alors, docteur Messadi, tout à l'heure, on avait parlé de la névrite optique, on a parlé de toutes les atteintes ophtalmologiques qu'on peut voir dans la sclérose en plaques. Je voudrais savoir les symptômes exacts. Comme ça, on va sensibiliser. Quels sont les symptômes qui doivent alerter, qui doivent pousser le patient à aller consulter un ophtalmologiste pour justement diagnostiquer une sclérose en plaques? Alors, je n'ai pas tout cité, parce qu'en réalité, j'ai parlé simplement de quelques manifestations, mais il y a une manifestation qui est caractéristique de la sclérose en plaques. C'est ce qu'on appelle l'ophtalmoplégie internucléaire, qui touche le faisceau latéral, le faisceau longitudinal médial, qui relie le noyau de la 6e paire crânienne sur un œil et le noyau de la 3e paire crânienne sur l'autre, si bien que la personne, quand elle a un œil, par exemple, un œil qui est dévié en dedans parce qu'elle n'arrive pas à mouvoir son œil vers la tempe, et l'autre œil, au lieu de pouvoir se mouvoir en dedans, il est en nystagmus. Donc cette association d'une déviation d'un œil en dedans et d'un nystagmus lors de la vision latéralisée de l'autre œil, c'est quasiment pathognomonique de la sclérose en plaques quand elle survient chez un sujet jeune. Oui. Parce que si ça survient chez une personne de plus de 50 ans, l'origine est plutôt vasculaire dans ce cas-là. Oui. Voilà une manifestation qui peut avoir le cachet de la sclérose en plaques. Il y a également d'autres manifestations qui sont
moins caractéristiques, par exemple les uvéites, et particulièrement ce qu'on appelle les uvéites intermédiaires, c'est-à-dire celles qui ne touchent pas l'UV antérieur ni l'UV postérieur, mais l'UV intermédiaire. C'est ce qu'on appelle communément dans le langage ancien les pars planites, et ce sont des affections, des uvéites chroniques. Et quand on a ce genre d'inflammation, où on a des personnes qui viennent se plaindre de mouches volantes, de sortes de troubles qui est récurrent, qui est permanent, là, et dès qu'on regarde le fond de l'œil avec précision, avec une biomicroscopie, on trouve ce qu'on appelle des aspects de banquise ou des œufs de fourmi. Là, il faut faire un bilan non seulement de sarcoïdose, de certaines maladies de système, tout ça, mais et surtout également de la sclérose en plaques. Vous me demandiez les symptômes. Oui. Les symptômes, quand une personne jeune, chez une personne jeune survient une baisse brutale en quelques jours de la vision, et là ça dépend du degré de baisse de vision qui va conditionner le pronostic visuel et la récupération visuelle, parce que plus la vision est effondrée, moins la récupération se fera vite. Oui. Et plus la vision est relativement conservée, plus vite sera la conservation visuelle. Je vais ouvrir juste une parenthèse parce que ma collègue a parlé de traitement cortisonné, une de mes collègues a parlé de cortisonné. Il y a eu une étude de cohorte de cas touchant la névrite optique rétrobulbaire. Il s'est avéré que objectivement, il n'y a pas de différence palpable de niveau de guérison entre les personnes traitées par bolus de corticoïdes et les personnes qui sont simplement qui sont laissées avec une évolution spontanée. Oui. Le seul avantage des bolus aux corticoïdes, c'est de donner une récupération visuelle assez rapide par rapport aux personnes qui ne sont pas traitées par bolus de corticoïdes. Mais le pronostic visuel à long terme, on parle de récupération quasi identique de la vision Oui. entre 4 et 12 semaines. Et donc les corticoïdes n'ont pas vraiment montré de façon d'efficacité parlante du point de vue du traitement des épisodes de névrite optique rétrobulbaire. Oui. Ça, c'est une étude très, très, très récente qui a été faite, qui a été présentée au niveau de la Société française d'ophtalmologie et qui a montré que, effectivement, les corticoïdes ne changeaient pas trop la donne. Oui. Après, il y a des symptômes qui ne sont pas... il y a des manifestations qui ne sont pas expressives. Notamment les troubles du champ visuel. J'avais parlé tout à l'heure du cheminement des voies visuelles. Vous avez par exemple, si les lésions de démyélinisation se situent au niveau du chiasme optique, Oui. on va observer des troubles du champ visuel qui ne sont pas spécialement décrits par le patient, mais c'est nous qui allons les rechercher. Mais si par exemple la lésion siège au niveau du chiasme optique, là, à ce niveau-là, nous allons observer une atteinte du champ visuel qui s'appelle l'hémianopsie bitemporale. Si par exemple la lésion se situe au niveau du cortex occipital, là on peut avoir une hémianopsie latérale homonyme ou on va avoir des agnosies visuelles, ce sont des cécités corticales. Maintenant, quand c'est par exemple, on a rétrochiasmatique, là on va avoir ce qu'on appelle des quadranopsies, que ce soit supérieure ou inférieure, c'est-à-dire c'est un quart du champ visuel d'un œil qui est non perçu. Quand on parle d'hémianopsie, c'est une perte du champ visuel sur les côtés, quand c'est bitemporal, au niveau des données quand c'est binasal, en haut quand c'est une quadranopsie supérieure, en bas quand c'est une quadranopsie inférieure, c'est-à-dire c'est une perte du champ visuel, et ça, le patient ne le ressent pas systématiquement. C'est nous, au cours de nos explorations, qui allons trouver ces anomalies et qui allons chercher la lésion qui a provoqué cette anomalie. Et qu'est-ce qu'il ressent, le patient, justement? Quelles sont les manifestations qui doivent l'alerter, qui doivent le pousser à aller consulter, justement, rapidement pour améliorer la prise en charge? Alors, quand il s'agit de paralysie oculomotrice, la personne vient vous dire, écoutez, docteur, moi je vois double. Oui. C'est la diplopie dans le regard, dans le champ du regard qui est par rapport aux muscles paralysés. Oui. Si par exemple il y a une paralysie du 6, de la 6e paire crânienne, nous savons que la 6e paire crânienne, elle participe
au mouvement de l'abduction, c'est-à-dire le regard latéralisé vers la tempe. Oui. Et comme il n'arrive pas à regarder vers la tempe et que l'autre œil regarde, il n'y a pas cette synergie visuelle, Donc il c'est-à-dire va regarder double. cette correspondance de la vision, parce qu'il y a une correspondance et il y a une fusion des deux images Oui. du point de vue cérébral, du point de vue cortical. Et quand on bloque cette fusion-là, la personne voit double et ça, c'est un symptôme très, très gênant par rapport au patient. Et puis il y a la baisse de l'acuité visuelle. La baisse de l'acuité visuelle, douloureuse, bien évidemment. avec la douleur. Avec la douleur au mouvement de l'œil, et ça Oui. c'est également caractéristique. Il y a la dyschromatopsie, la perte de la tonalité du rouge Des ne couleurs. se voit pas spécialement, mais c'est lors de nos tests visuels, au test de la vision des couleurs à l'Ishera ou au Farnsworth du 15 août, qu'on détecte ça, mais c'est nous qui allons les chercher. Oui. C'est nous qui allons les chercher, mais globalement, c'est soit de la diplopie, soit des troubles du champ visuel, soit de la dyschromatopsie, soit une baisse de vision qui peut être douloureuse, Oui. alors qui peut être modérée à sévère. Tout à fait. Donc, devant des symptômes, notamment, surtout cette baisse de l'acuité visuelle, il ne faut pas justement tarder à consulter, parce que plus vous consultez à temps, plus le traitement il sera efficace et la récupération sera meilleure par la suite. Donc, retenez bien, baisse de l'acuité visuelle douloureuse, une douleur lors du mouvement de l'œil. Il faut toujours consulter et surtout, c'est unilatéral généralement. Alors, docteur Berkane, alors on parle toujours dans cette maladie de poussée-rémission. Expliquez-nous déjà qu'est-ce qui se passe et comment ça se manifeste, les poussées, et lors des moments des rémissions, comment elle est cette maladie? Très bien. Donc, pour l'évolution caractéristique de la sclérose en plaques se fait par poussée-rémission. C'est quoi poussée-rémission? Ça veut dire qu'il y a des signes cliniques qui s'installent de façon aiguë, donc c'est rapide. Par exemple, une baisse de l'acuité visuelle, une paralysie, mais qui évolue généralement vers la récupération spontanée qu'on peut parfois, agir en ce moment quand le malade est déjà diagnostiqué ou il consulte à temps. On peut accélérer cette guérison par des traitements spécifiques comme les corticoïdes à forte dose ou des échanges plasmatiques. Oui. Donc, on a, sur le plan physiopathologique, comment expliquer cette poussée-rémission? C'est la démyélinisation et la remyélinisation. Oui. Ça veut dire qu'il y a une perte de myéline, puis une récupération spontanée de cette myéline. Donc, le malade peut, en quelques jours, perdre tous les signes cliniques qui se sont installés auparavant. Tout à fait. Alors, professeur Bouslimani, par rapport à ces poussées, il y a des facteurs déclenchants généralement. Donc, quels sont ces facteurs déclenchants? Si vous permettez, je voulais juste insister sur les symptômes. Je rejoins mes collègues, ils sont variés, ils sont divers, etc. Mais il y a ce caractère qui est passager. C'est ça une poussée. Et une poussée peut durer un jour, peut durer une semaine ou plus. D'où souvent le retard diagnostique et donc le retard thérapeutique. Oui. Donc j'insiste sur ça. Et nos patients doivent consulter rapidement devant un tableau neurologique des symptômes qu'on vient de citer. Combien de fois nous avons reçu des patients pour X symptômes et lors de notre interrogatoire, nous interrogeons et nous réinterrogeons et ils nous rapportent justement un épisode de baisse de l'acuité visuelle, un épisode de diplopie, un épisode de lourdeur, d'engourdissement. Et il banalise. Il dit, bon, si je n'ai pas fait attention, c'était passager, ça a duré pendant 24 heures. Il n'a pas fait attention, il n'a pas donné de l'importance pour ce symptôme. Et combien il est important ce symptôme. Oui. Donc voilà, donc même si les symptômes sont passagers, c'est ça une poussée au final. Il va récupérer et il est rassuré. Mais il y a une poussée qui va venir et cette poussée peut être encore plus sévère. Donc le patient doit consulter rapidement, exactement, rapidement et à nous justement de penser à une sclérose en plaques et d'orienter notre approche diagnostique en demandant les explorations qu'il faut.
Tout à fait. Alors, par rapport aux facteurs déclenchants de ces poussées, quels sont ces facteurs? Le stress ou bien il y a d'autres facteurs? Il y a plusieurs facteurs déclenchants, il y a plusieurs. Alors, en premier, ce sont les infections. Oui. C'est le facteur déclenchant le plus fréquent, le plus reconnu. Toute infection peut être à l'origine d'une poussée ou d'une aggravation d'une poussée. Une simple grippe, un rhume peut déclencher ou aggraver une poussée. Les infections bactériennes aussi, une infection urinaire peut être à l'origine d'une poussée ou, comme je l'ai dit, comme je viens de le dire, aggraver une poussée. Effectivement, il y a aussi le stress, Oui. il y a aussi les troubles émotionnels, un deuil, un traumatisme dans la vie peut déclencher une poussée. Il y a aussi les changements hormonaux chez la femme. Le postpartum, c'est une situation qui est connue pour déclencher des poussées ou aggraver une poussée qui est déjà là, à l'opposé de la grossesse, qui au contraire a un caractère protecteur pour la CEP, contrairement à certaines maladies auto-immunes, pas toutes, mais la CEP est connue pour se calmer durant la grossesse, ce qui n'est pas le cas durant le postpartum, où il faut vraiment surveiller les patientes, et même les patientes doivent se surveiller elles-mêmes, au moindre signe, au moindre symptôme. En termes de maladies auto-immunes, on craint beaucoup le postpartum. C'est là où il y a vraiment le changement hormonal et c'est là où les maladies auto-immunes, on va dire, vont se manifester par une poussée. Oui, donc on craint beaucoup cette période-là. En fait, ça dépend. Certaines pathologies sont aussi, je dirais, sévères durant la grossesse, où il faut vraiment un suivi, des consultations préconceptionnelles, il faut programmer la grossesse, etc. Je cite, le meilleur exemple à donner, c'est le lupus. Oui. Exactement. Donc vraiment, la patiente est, je dirais pas, est exposée à un risque, un sur-risque, mais quand même, il y a un risque quand même d'aggravation de sa maladie lupique. Oui. Ce qui n'est pas le cas dans la sclérose en plaques. La sclérose en plaques. Les études ont prouvé qu'après un recul, bien sûr, ont prouvé que la sclérose en plaques se calme, ce qui n'est pas le cas, je le dis et je le répète, dans le postpartum où il faut vraiment un suivi rigoureux. Dans d'autres situations, il n'y a aucun facteur qu'on retrouve. La poussée est là et on ignore pourquoi. Voilà, c'est une poussée où la cause n'est pas identifiée. Oui. Alors justement, pour cette maladie, il y a des facteurs de risque. Il n'y a pas de cause directe, mais il y a des facteurs de risque. Et docteur Berkane, quels sont ces facteurs de risque pour la sclérose en plaques? Exactement. Donc, il n'y a pas de facteur, d'une cause directe qui peut déclencher la sclérose en plaques. Par contre, on a plusieurs facteurs de risque qui peuvent déclencher cette maladie, dont la susceptibilité génétique, à la différence de la transmission héréditaire. Donc, ce n'est pas une maladie héréditaire au sens mendélien, comme on dit. Donc, il n'y a pas de transmission de génération à une autre de cette maladie. Par contre, si on a un cas de sclérose en plaques dans la famille, le risque de le développer chez des personnes de la même génération, voire de la descendance, elle est plus élevée. Oui. Donc, c'est ce qu'on appelle la susceptibilité génétique. En plus de ça, on a la carence en vitamine D, l'obésité, le tabagisme, voilà, et les infections virales, surtout l'Epstein-Barr, le BV, qui est prouvé scientifiquement. Tout à fait. Donc ça, c'est des facteurs de risque par rapport à cette maladie. Donc il faut réunion de plusieurs facteurs pour qu'il y ait justement, on va dire, déstabilisation du système immunitaire et ce système, il va attaquer cette gaine de myéline qui est la cause de cette maladie. Alors justement, docteur Messadi, par rapport à l'atteinte visuelle, donc la récupération est toujours complète après une poussée?
Alors, du point de vue visuel, la récupération est quasi complète dans, on va dire, jusqu'à 90% des cas. Mais ça ne veut pas dire que la structure est indemne. Et c'est d'où l'intérêt de pratiquer des examens complémentaires. Et actuellement, la nouveauté, c'est l'apparition de la tomographie par cohérence optique qui va nous montrer donc le comptage, si je puis dire, des cellules ganglionnaires et des fibres optiques. Et on observe justement que ça, c'est un marqueur de l'évolution et de la progression de ces fibres optiques et de cette maladie à l'échelle du nerf optique, parce que ne l'oublions pas, mes collègues parlent d'inflammation, mais en réalité c'est également une maladie neurodégénérative, parce qu'il y a une certaine chronicité de cette maladie. D'ailleurs, il y a des symptômes que je n'ai pas énumérés tout à l'heure, en particulier les nystagmus qui peuvent être pendulaires, qui peuvent être à secousses rapides et lentes, qui peuvent être verticaux. Cela, ça marque une certaine chronicité de la pathologie. Alors, pour revenir à l'OCT, donc il va nous montrer la progression et l'évaluation de ces fibres optiques, de ce capital des fibres optiques pendant le suivi à T1, T2, T3, T4, et on observe le tampon de la perte en fibre optique, c'est ce qu'on appelle une perte de la zone temporale de l'OCT papillaire. Et ça, c'est un marqueur d'une inflammation passée du nerf optique. Et nous savons qu'avec le temps, il y a apparition d'une pâleur, voire d'une atrophie optique progressive au niveau du nerf optique. Et ça, malheureusement, même si la fonction visuelle, parce que n'oublions pas que la fonction visuelle est chiffrée sur le faisceau maculaire, c'est-à-dire sur la vision centrale, et elle ne dénote pas de la perte de fibre optique, parce qu'on peut garder 10 sur 10 de vision, même si on a une perte de fibre optique sur les côtés. Et là, c'est très important. Donc, l'examen de l'OCT papillaire est un très bon marqueur de cette évolution à long terme. Tout à fait. Donc, on a cité toutes les atteintes par rapport à cette maladie, et on arrive maintenant à justement la chronique de Dr Abdelmoumen Sarah. C'est à vous. Merci, Dr Vidette. Alors, comme nous l'avons dit, c'est une maladie incurable, mais en 2026, il y a un vrai tournant sur le plan recherche, d'accord? Donc, longtemps, c'était une maladie où on avait beaucoup de difficultés à traiter, surtout pour les formes progressives, où le traitement était très, très, très difficile. Cette année, surtout en janvier 2026, il y a eu une molécule, un traitement, le tolibrutinib, qui a fait une émergence. Il est toujours en voie de recherche et tout ça. Donc, du coup, ce traitement, c'est quoi? C'est un traitement oral qui va diminuer l'inflammation et agir sur la cellule immunitaire directement. Donc, ça va produire ce qu'on appelle... il va aider la stimulation de la régénération de la myéline, comme vous l'avez dit, entre les poussées. Donc, il va stimuler. C'est vraiment une lueur d'espoir. Donc, ce traitement, il vient de commencer. Donc, idéalement, c'est de commencer très tôt avec aussi un diagnostic précoce. Donc, l'évolution aussi de l'imagerie, l'IRM et les biomarqueurs. Dès qu'on a un diagnostic précoce et on commence cette molécule, donc pour minimiser l'inflammation et surtout la dégénérescence cellulaire de la myéline. Donc ce traitement est innovateur, c'est une lueur d'espoir depuis, donc ça fait 5 mois, hein, c'est très récent. Donc on espère que ça va évoluer et que ça sera généralisé, surtout pour les plus jeunes, parce que c'est là où dès qu'on commence très jeune, on a moins de séquelles, plus de réparation de la myéline. C'est la gaine qui est détruite par la maladie. Donc cette stimulation de la régénération de myéline minimise les poussées et donc une meilleure qualité de vie du patient. Il ne sera pas guéri, mais il aura une meilleure qualité de vie. En plus de l'activité physique et des diagnostics de plus en plus précoces. L'objectif, ce n'est plus de freiner la sclérose en plaques, mais surtout de réparer cette démyélinisation, donc agir sur la cause et non pas juste stopper les symptômes. Et c'est ça la vraie révolution 2026 par rapport à la prise en charge de la sclérose en plaques. Donc vraiment une lueur d'espoir pour tous les patients.
Tout à fait. Donc, merci, Dr Abdelmoumen. Justement, c'était un message d'espoir pour les patients atteints de sclérose en plaques avec ce nouveau traitement. Et d'ailleurs, professeur Bouslimani, avant d'aborder les questions des téléspectateurs, l'évolution de cette maladie sans traitement et sous traitement. Alors, c'est les deux opposés. Oui. D'abord, on a parlé de la précocité du diagnostic. Donc, plus on pose le diagnostic précocement, mieux on traite, meilleure est l'efficacité. La maladie doit être traitée. Oui. Sans traitement, c'est pas possible, c'est l'échec. Oui. Bon, il y a des formes, c'est vrai, il y a des formes moins sévères que d'autres Oui. qui évoluent par poussée-rémission et l'handicap apparaît dans la phase vraiment évolutive. D'autres formes qui sont plus sévères où le handicap s'installe rapidement dès le début. Mais pour toutes les formes, il faut instaurer un traitement et rapidement. C'est ça le message justement qu'on veut faire passer à travers votre émission. Il faut consulter pour que le médecin puisse diagnostiquer, pour qu'il puisse instaurer un traitement rapidement pour obtenir une meilleure efficacité. Et actuellement, effectivement, alhamdoulilah, il y a une révolution dans la prise en charge thérapeutique. On n'arrive pas à guérir la sclérose en plaques, mais on arrive mieux à la contrôler. On arrive à limiter le nombre de poussées, à les prévenir et mieux encore, on arrive à empêcher l'installation du handicap. Oui. Les patients de nos jours vivent presque normalement. Ils ont une qualité de vie satisfaisante. C'est des adultes entre 20 et 40 ans. C'est des femmes, donc ils peuvent étudier, ils peuvent travailler, ils peuvent se marier et mener une vie normale. Des enfants. Et donc voilà, c'est le message qu'on veut faire passer. C'est un message d'espoir. Nous avons toutes les raisons pour être optimistes. Tout à fait. Alors, juste par rapport aux questions des téléspectateurs, docteur Berkane, rapidement, est-ce que déjà les vaccins sont autorisés chez les patients atteints de la sclérose en plaques? Donc les vaccins sont... le patient atteint de sclérose en plaques peut se faire vacciner correctement, sans problème. Tout à fait. Alors merci docteur Berkane pour votre participation avec nous aujourd'hui et tous les éclaircissements que vous avez apportés. Merci à vous et merci aux téléspectateurs. Alors aussi, professeur Bouslimani, une question et réponse rapide. Peut-on pratiquer une activité physique lorsqu'on est atteint de sclérose en plaques? Bien sûr, il faut pratiquer une activité physique. Alors très bien. Merci professeur Bouslimani pour votre participation avec nous aujourd'hui et toutes les explications que vous avez apportées. Docteur Messadi, donc faut-il toujours réaliser des examens ophtalmo régulièrement, même en l'absence de symptômes ophtalmologiques? Absolument, puisque j'ai répondu il y a quelques instants en pratiquant un OCT régulier, puisque les lésions étant neurodégénératives, elles sont évolutives, donc il faut absolument faire le point régulièrement. Merci, docteur Messadi, pour votre participation et toutes les explications. Merci à vous. Merci, docteur Abdelmoumen Sarah. Avec plaisir, docteur Ouidet. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis ce soir. Donc, vous avez compris que cette maladie est aujourd'hui mieux connue et la prise en charge a beaucoup évolué. C'est un message d'espoir, une lueur d'espoir pour tous les patients atteints de sclérose en plaques. Donc, la meilleure chose, c'est d'informer, sensibiliser et surtout accompagner ces patients pour justement avoir une meilleure qualité de vie. Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Prenez soin de votre santé et à bientôt.